Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, toute l'information sur France 3 jusqu'à 20h. Dans les Alpes, le nouveau séisme qui vient de frapper le Népal est étudié à la loupe par l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Des équipes de chercheurs s'apprêtent à partir sur place afin d'étudier de plus près ce phénomène qui leur échappe en partie. Un lotissement construit sur un ancien site industriel de Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie inquiète les propriétaires. Les analyses du sol ont révélé une pollution au plomb potentiellement néfaste pour leur santé. La préfecture a demandé de nouvelles analyses du terrain. Et puis l'histoire d'un jeune qui se bat pour réaliser son rêve. C'est le thème d'un film qui se tourne en ce moment dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Ce sera le reportage principal de la chronique Entre nous, présenté par Valérie Chastelan ce soir. À 19h30, l'édition nationale présentée par Carole Gessler et deux grands titres. Scène de panique aujourd'hui au Népal après le puissant séisme qui a fait au moins 40 morts et 1 millier de blessés. Une nouvelle épreuve pour la population 3 semaines après le tremblement de terre qui a fait plus de 8000 morts. Et puis 2 minutes de vidéo qui jettent le trouble sur les pratiques policières contre les migrants à Calais. Intervention musclée, scène de violence. Le défenseur des droits s'est auto-saisi du dossier. La terre a donc de nouveau tremblé ce matin au Népal. Un violent séisme de magnitude 7,3 suivi de puissantes répliques des secousses vécues la peur au ventre par pas mal de personnes bien sûr sur place et même à distance. On le verra tout à l'heure. Une quarantaine de morts au Népal, donc une vingtaine en Inde. Le bilan est encore provisoire. L'épicentre de ce séisme se situe à 76 km à l'est de Katmandou, près de la frontière chinoise. Une surprise pour les chercheurs de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble qui s'apprête à se rendre sur place pour faire de nouvelles mesures. Nathalie Rapuc, Dominique Semet. C'est ici, près de l'Everest, qu'a été enregistré le séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter, plus à l'ouest du séisme du 25 avril dernier. Les sismologues de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble travaillent depuis plusieurs années sur le mouvement des plaques sous la chaîne de l'Himalaya. Aujourd'hui, ils ne sont pas surpris. La probabilité qu'un tel séisme se reproduise était de 10%. Ce qui s'est passé, un gros séisme suivi d'un autre sur la zone successive de la même faille, c'est assez classique. Ça n'est plus une réplique, bien sûr, c'est vraiment le segment suivant de cette frontière de plaques qui casse. Depuis le premier séisme, géologues, sismologues et tectoniciens de l'Institut se réunissent tous les jours pour croiser leurs informations et évaluer les risques. Là, c'est vers Gorka, à peu près. Je suis en contact direct avec des gens au Quai d'Orsay pour leur dire attention, n'envoyez plus des gens en trek ou prévenez les gens qu'il y a un risque fort, en particulier sur les glissements de terrain. N'allez plus sur les sommets parce qu'il y a des risques d'avalanche. Malgré les risques, ces scientifiques préparent un convoi pour installer des stations GPS temporaires comme celle-ci. En 2011 déjà, ils s'étaient rendus sur place à plus de 5000 mètres d'altitude, tout près de la zone qui vient d'être touchée. Ça va permettre de faire un diagnostic, savoir si la rupture est complétée vers le sud ou pas. Donc si on peut attendre un second séisme, un autre séisme complémentaire à celui du 25 avril et à celui de ce matin, qui serait localisé au sud. 2 convois partiront dans les jours qui viennent et resteront sur place 1 mois. Pour le moment, le risque d'un important séisme est de 10%. Aujourd'hui, ce sont les glissements de terrain et les inondations qui préoccupent les scientifiques avec l'arrivée de la mousson le mois prochain. Voilà, un violent séisme, je vous le disais, de magnitude 7,3 avec de puissantes répliques. Ces secousses ont été vécues la peur au ventre par des membres d'Handicap International et puis des secouristes de notre région. Vous voyez ce reportage de Yaël Marie et Valérie Bonnet. Ça va Audrey ? Le téléphone pour se rassurer. À la mi-journée, les coordinateurs d'Handicap International, réunis en cellule de crise, avaient joint l'ensemble de leurs équipes de secours présentes au Népal. 18 expatriés, 60 Népalais en intervention lors de ce nouveau séisme. Tous sont sains et saufs. Là, les tentes, les abris, il va falloir aussi reconcentrer l'aide sur Katmandou en besoins de base. Après le soulagement, il faut gérer l'urgence, réorganiser les distributions de nourriture, sécuriser les centres de soins. Coulées de boue et répliques rendent les conditions sur place encore plus périlleuses. C'est des risques très importants de glissement de terrain et c'est pour nos équipes des risques majeurs. Donc sur tous les déplacements qu'on va envisager,
il va falloir prendre des précautions très importantes et malheureusement, notre accès aux populations affectées risque d'être de plus en plus réduit dans ce contexte. Un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, vécu en direct par une équipe de 3 secouristes dromois et ardéchois. Ils étaient en mission dans le district de Dholaka, à 150 km à l'est de Katmandou, une zone toute proche de l'épicentre. Les secousses les ont surpris dans le bus, là encore pas de victimes parmi l'équipe. Normalement, notre mission de base était d'aller dans 3 petits villages dans les montagnes, qui apparemment n'ont pas reçu de secours depuis le tremblement de terre. Et là, on s'est arrêté dans le village justement de Tchariko parce que autant demain on reste ici et on ouvre un dispensaire ici ou un poste médical ici. À voir après avec le nombre de blessés, ou est-ce qu'on continue sur la route, ou est-ce qu'elle est praticable ou pas, ça on ne sait pas encore. Dans ce district de Dholaka, les besoins médicaux sont très importants. 26 morts y sont déjà recensés. Notez enfin que la Voix est libre ce week-end sera consacrée aux relations étroites tissées au fil du temps entre nos montagnards alpins et le peuple Sherpa et les Népalais. La Voix est libre animée par Christian Deville, c'est samedi prochain à 11h30. Des hydrocarbures, du plastique, des métaux et même du plomb en grande quantité. À Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, un lotissement construit sur un ancien site industriel s'est avéré pollué. Ses habitants, inquiets pour leur santé, doivent prendre beaucoup de précautions afin de ne pas respirer les poussières. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Regardez quand même ce que j'ai dans mon terrain, quoi. J'affabule pas, il y a de tout, du cuivre, du caoutchouc, du plomb. C'est un rêve qui se transforme en cauchemar. Ce lotissement en cours de construction était jusqu'au début des années 2000 un site de récupération de métaux. Aujourd'hui, il est pollué et affiche à certains endroits un taux de teneur en plomb près de 100 fois supérieur au seuil de tolérance. Pour la quinzaine de propriétaires installés sur le site, le quotidien est devenu un enfer. On ne peut pas étendre notre linge dehors. On ne peut rien faire, on est obligé d'aérer très tôt le matin ou très tard le soir, d'après ce qu'on nous a conseillé. Donc on va arriver dans les beaux jours et on est confinés dans nos maisons. Donc moi-même et tous mes voisins, on va dire tout le lotissement, ceux qui habitent ici, on est une quinzaine, on en a marre. Voilà. Dès que vous demandez aux gens, aux responsables, à qui incombe la responsabilité, personne n'est là. C'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. Et nous on est là et on vit là-dessus. On vit tant qu'on peut, maintenant combien de temps on va vivre, on ne sait pas. Déterminer les responsabilités, la tâche s'annonce complexe. Pour la mairie de Saint-Pierre-d'Albigny, l'heure est à l'urgence. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants en bas âge et ils respirent des particules de plomb. Et je crois que lors de la réunion publique, ça leur a bien été expliqué. Moi, mon souhait, c'est que les choses aillent très très vite et qu'ils puissent retrouver un petit peu de sérénité au niveau de leur façon de vivre. En février dernier, l'aménageur du lotissement qui a vendu les parcelles a mandaté un bureau d'études pour effectuer des prélèvements sur le terrain. La préfecture de la Savoie a décidé quant à elle d'engager des études complémentaires afin d'établir un état précis du degré de pollution du site. Les propriétaires de terrain attendent les résultats avec impatience avant peut-être de saisir la justice. Cette vente n'aurait jamais dû avoir lieu en déclarant que ce terrain n'était pas pollué, car il est maintenant démontré qu'il est non seulement pollué, mais très gravement pollué, mettant en péril la santé et peut-être la vie de ceux qui y habitent. Une réunion sur ce dossier est prévue en préfecture de Savoie la semaine prochaine. Quant aux résultats des nouvelles analyses sur le terrain, ils devraient être connus en septembre prochain. Et dans l'actualité de ce jour, toujours, 3 hommes cagoulés et armés de fusils à pompe ont fait irruption ce matin dans le magasin Easy Cash de l'espace Comboire d'Échirolles en Isère. Après avoir forcé les clients et le personnel à se mettre à plat ventre, les malfaiteurs se sont emparés d'une vitrine de bijoux avant de prendre la fuite. Accident spectaculaire et peu ordinaire. C'était dimanche dernier à Saint-Laurent-du-Pont en Isère. 2 voitures en stationnement ont été défoncées par un blindé de l'armée. Pas de victimes, juste une grosse frayeur pour l'une des propriétaires des 2 véhicules. Xavier Schmitt, Didier Alban. Le choc a été terrible. Une carcasse écrasée et une épave défoncée, ce sont les 2 voitures de la famille. Fanny vient récupérer ce qui peut l'être. Près de 48 heures après, elle est encore émue. Elle se trouvait dans l'une des voitures quelques instants avant l'accident. J'étais allée chercher du pain que ma mère avait acheté. donc j'étais dans le coffre, quoi. À quel moment ? Peut-être 20 secondes avant que l'impact se produise.
le temps de rentrer à l'intérieur de la maison, poser le sac, et là ça a fait boum. Et voilà, choqué. L'accident est survenu dimanche en début de soirée. Un convoi militaire est de retour de manœuvre, un camion et 3 VAB, des véhicules de l'avant blindé comme ceux-ci, en opération en Afghanistan. Devant le domicile de Fanny, l'un des blindés se déporte soudain sur le bas-côté où sont garées les voitures. Ça fait un gros boom, donc on s'est demandé un peu ce qui arrivait. Et en fait, on s'est aperçu que les voitures n'étaient plus devant chez nous, donc on est sorti pour aller voir. Et là, première voiture complètement écrasée et seconde beaucoup plus loin, encastrée à l'arrière et à l'avant, quoi. Pas de victimes, miraculeusement, sur cette route très fréquentée. Le conducteur du blindé ne peut que constater les dégâts. Que vous a dit le conducteur? Qu'il s'était assoupi au volant. Donc voilà, ils étaient un convoi et le premier s'est assoupi au volant et puis voilà quoi. L'armée ne veut faire aucun commentaire. La gendarmerie est chargée de la procédure de constat. En attendant, Fanny ne peut plus travailler. Elle est coiffeuse à domicile. Voiture et matériel, elle a tout perdu dans l'accident. En Haute-Savoie, on se dirige droit vers une annulation des élections municipales à Annemasse. Les conclusions du rapporteur public ne font que le confirmer. Le Conseil d'État a mis l'affaire en délibéré. Les détails sur notre site alpes.france3.fr. Alors que de nouvelles mesures de prévention routière vont être expérimentées cet été, l'association Prévention Éducation Routière et le motoclub de l'île d'Abo en Isère organisaient aujourd'hui une démonstration pour des lycéens et des collégiens de la ville. Une expérience originale pour frapper les esprits. Sophie Valsecki, Thierry Swiderski. Ils ont entre 13 et 17 ans, ils connaissent le scénario. Une voiture va percuter un mannequin sur un scooter. Ils savent que ce ne sera ni un show ni une cascade, mais la violence de la scène va dépasser leur imagination. Ça m'a choqué. Il a quand même volé de 10 mètres, un truc dans le genre. Le truc qui m'a choqué, c'est que la grosse trace sur le pare-brise là. Sous le choc, la tête du mannequin fracasse littéralement le pare-brise. Le casque est projeté à plusieurs mètres. Il n'est d'aucune utilité puisqu'il n'est pas attaché. La voiture, elle, roule à 50 km/h, la vitesse maximale autorisée en ville. La démonstration est visiblement convaincante. Grâce à ça, en fait, on peut comprendre vraiment ce que c'est, les conséquences. Vous n'en étiez pas consciente? Non, pas à ce point-là. La reconstitution de l'accident se poursuit avec l'intervention des équipes de secours. Les organisateurs de cette opération de sécurité routière ont délibérément choisi de frapper les esprits. À partir de 14 ans, on peut commencer à passer le BSR, à conduire un 2 roues. On est encore dans l'adolescence, on a beaucoup d'insouciance. Malheureusement, le non-port du casque est en cause dans beaucoup d'accidents graves. Donc pour nous, effectivement, ce genre de réunions et d'informations comme elles sont faites aujourd'hui sont très importantes pour le jeune public. Tout le monde a vu des accidents sur la route, alors c'est impressionnant. Mais ici, ils les vivent, c'est-à-dire non seulement ils les voient, mais ils les entendent, parce qu'il y a le choc quand même qui se fait, et surtout aussi ils le sentent en fait. Alerter les jeunes aux dangers de la route, c'est une des priorités de la ville de l'île d'Abo. 30% de sa population a moins de 25 ans. Cette projection dans l'avenir maintenant, près de 500 000 personnes vivront en Savoie d'ici 2040. C'est une étude de l'INSEE qui l'affirme, prévoyant que le département va connaître un vrai boom avec un accroissement de population de 3 000 habitants par an. Explication, Nicolas Ganco. Dans les années 2000, la Savoie a connu une forte croissance démographique comme l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Deux facteurs principaux l'expliquent, des arrivées plus nombreuses que les départs et un excédent de naissances sur les décès. À ce rythme, l'INSEE table sur une croissance annuelle soutenue de 0,6% entre 2010 et 2040. Sur cette période, la population du département, qui s'élevait à un peu plus de 416 000 habitants en 2010, devrait gagner près de 3 000 habitants par an en moyenne pour dépasser les 500 000 en 2040. Sans surprise, cette évolution est portée par la dynamique de l'aire urbaine de Chambéry. La capitale savoyarde et sa couronne concentrent 60% de la population sur un quart de la superficie du territoire. Son université, par exemple, lui permet de conserver une population jeune. À l'est, deux territoires de montagne, la Maurienne et la Tarentaise, forment une vaste zone rurale qui rassemble moins de 100 000 habitants sur 60% du département.
Et paradoxalement, les effets de l'attractivité touristique sur le prix du foncier risquent de freiner leur évolution, même si la Maurienne bénéficiera du chantier Lyon-Turin. D'ailleurs, dans ce département touristique, 1 logement sur 3 est une résidence secondaire contre 1 sur 10 en Rhône-Alpes. Enfin, en Savoie comme partout en France, la croissance du nombre de ménages reste soutenue, plus de 2000 par an. Ils seront près de 245 000 en 2040, mais leur forme change. D'ici 30 ans, l'enjeu sera de loger des personnes seules, souvent âgées, qui devraient constituer plus des 3/4 des ménages savoyards supplémentaires. Rassurez-vous, ce n'est pas encore la surpopulation, la montagne est grande. Allez, comme tous les mardis, on ouvre la chronique Entre nous, présentée ce soir par Valérie Chastelan. Bonsoir Valérie. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Et ce soir, la Villeneuve, le quartier de la Villeneuve fait son cinéma. Absolument. Nous sommes allés à la rencontre d'une équipe de films en plein tournage. C'est en ce moment à Grenoble, vous l'avez dit, à la Villeneuve. Alors, au cœur de la cité, le réalisateur metteur en scène a planté sa caméra, vous allez voir, au pied des immeubles pour raconter l'histoire d'un jeune un peu en galère, Adèle. C'est une fiction, ça s'appelle 24 secondes chrono et particularité, ce metteur en scène a fait appel aux bonnes volontés du quartier pour ce tournage en mode associatif. Les images sont signées Antoine Marnas. C'est l'histoire d'Adèle qui cultive les embrouilles et les noms d'oiseaux, surtout quand on lui demande ses papiers. Putain, 2 fois par jour, putain. Oh, vous êtes sérieux? Allez, descends. On n'a pas que ça à faire. Ce jour-là, l'équipe du film tourne la scène de l'arrestation au pied des immeubles. T'es sérieux, tu me tues toi? Tu crois qu'on a élevé les cochons ensemble ou quoi? Je me rappelle pas que ta mère la cochonne. Adèle, l'acteur principal, a grandi ici entre Échirolles et la Villeneuve. Ces murs, il les connaît par cœur. Lâche-moi. Tais-toi. Ça fait bizarre. Et d'un côté, je pense que ça fait plaisir aussi. C'est positif de tourner ici, de là d'où l'on vient, de montrer qu'on peut faire plein de choses quand même. Comme il a dit le réalisateur, avec un bout de ficelle, on peut faire plein de choses. Et je pense que ici, ça a été un plus pour le film et ça sera un plus pour le film quand il sera fini. On se la retente, c'était un plan large là, et après on se rapproche. Vas-y, ça marche. Ok. Et pratiquement toute l'équipe vient du quartier et se régale à alterner joyeusement les boulots de comédiens ou de techniciens. Et la scène de l'arrestation, ça les fait bien rigoler. C'est du vécu, je pense, pour certains d'entre eux. Voilà, donc on a tous vu une interpellation se passer à la Villeneuve, surtout un scooter, un jeune, par la police, tout le monde a vu ça, c'est limite une scène quotidienne de la Villeneuve. Et ça vous fait marrer? Bah oui, ça fait rire, faut pas prendre... c'est super marrant. Pour une fois qu'on peut le faire nous, de notre côté. Du vécu donc et un tremplin. Ce projet monté avec des bouts de ficelle est soutenu par la maison de quartier qui y voit là une belle ouverture pour ces jeunes. Monte tes mains. Ils sont là mes mains. La plupart ont un projet professionnel derrière. Par exemple, celui qui tient le clap, lui, il est en train de terminer son one-man show. Celui qui tient la perche, lui, il a un projet de formation, il voudrait spécialiser dans la prise de son. L'un autre, je crois qu'il veut devenir scénariste. Ils ont tous un projet professionnel. Bien sûr, je pense à l'avenir, forcément. Si ça peut nous ouvrir des portes, on va pas cracher dessus. Les portes, pour l'instant, elles sont enfoncées, elles sont fermées à double tour, donc nous, on va les enfoncer. Donc voilà. Mais gentiment. Mais gentiment, bien évidemment. On n'est pas des méchants. Et le metteur en scène, lui, il est ravi de cette énergie qui compense largement le manque d'expérience de ses troupes. Si on est du métier, on n'a pas envie, ça sent à l'écran. Donc inversement, si on n'est pas du métier, mais qu'il y a vraiment un potentiel et une volonté, ça se décline à l'écran. Alors moi, le problème, c'est qu'on voulait faire un film socio-dramatique, et là, c'est en train de virer à la comédie, parce qu'ils nous font toujours rire. Ça va être une comédie avec socio-dramatique, tout un mélange, quoi. 24 secondes chrono. On s'y croirait, le tournage, on est où? Ça se termine mi-juin. C'est en cours, vraiment, la socio-comédie. Alors, Daniel, si vous voulez participer à la bonne étoile de ce film bien sympathique, c'est possible parce que mardi prochain, un financement participatif est lancé sur une plateforme collaborative, KissKissBangBang. Il s'agit de trouver quelques sous pour boucler la post-production, le montage, pour la diffusion, tout reste à faire aussi. Et bien évidemment, 24 secondes chrono sera projeté à la Villeneuve devant les habitants.
Alors, on le disait tout à l'heure, nouveau séisme qui a durement touché le Népal. Vous allez nous donner maintenant des nouvelles de ce jeune grenoblois qui veut organiser une expo photo pour aider justement le Népal. Oui, une expo photo solidaire. Au lendemain du premier séisme, fin avril, Brieux Coessence avait lancé l'idée d'organiser cette expo solidaire avec ces photos que vous voyez en ce moment. Ces photos qu'il avait faites en 2014 quand il était allé tout seul, sans guide, au Népal, jusqu'au camp de base de l'Everest. Brieux veut récolter de l'argent pour un dispensaire dont on ne sait pas aujourd'hui s'il est toujours debout. Donc si vous tapez Help Katmandou et Kiss Kiss Bang Bang, vous trouverez toutes les informations et bien sûr sur notre site internet. C'est jusqu'au 30 mai, Daniel. Et on termine avec deux annonces, Valérie, pour le week-end qui arrive. Un concours près de Grenoble et une manifestation à Chambéry en Savoie. Alors on commence en premier par samedi. L'association Génépi, c'est une association d'étudiants qui milite pour le décloisonnement des détenus, maintenir le lien social avec la société des détenus. Les 5 groupes locaux de la région Rhône-Alpes organisent une grande journée de sensibilisation. Rendez-vous est donné place de l'Hôtel de Ville toute la journée avec de la musique, des concerts avec des musiciens chambériens et grenoblois. Merci Valérie Chastelan et à mardi prochain. On passe à la culture avec la dernière création de Diden Berandam qui se jouera dans le lieu qu'il occupe depuis 30 ans, le théâtre de Sainte-Marie-d'en-Bas. L'homme est remercié sans proposition de la nouvelle municipalité de Grenoble. Pour ses adieux, il joue Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, Isabelle Colbrand et Grégory Lespinasse. Un théâtre vit uniquement s'il est dirigé par un vrai homme de théâtre, avec une vraie âme et un vrai charisme. Un homme de talent et qui fait un énorme travail, une grande personnalité et je suis sûre et certaine qu'un tel homme ne court pas dans les rues. Comme un message, Inconnu à cette adresse. Et pourtant, cette adresse, on l'aimait bien. Diden l'habitait de sa passion, de sa folie, de son incroyable envie de créer. Aujourd'hui, il en a fait sa dernière œuvre programmée. Mon cher Martin, maintenant qu'on en a fini avec l'esprit empereur, l'arrogance prussienne et le militarisme, c'est une Allemagne démocratique que tu retrouves. Une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il fera bon y vivre. Ces deux frères de non-sang vont peu à peu sacrifier leur amitié au rythme de la montée du Troisième Reich pour l'un d'entre eux. Mais c'est pas possible. Martin, reprends-toi. Tu es généreux, tu es un vrai libéral, tu as vécu en Amérique. Il dit, moi un libéral, jamais. Un patriote allemand. Et il s'est fait embrigader et se sépare de lui au point, dans l'histoire, de refuser l'hospitalité à sa sœur juive qui est venue prendre refuge chez lui et il lui dit, va-t'en. Fous-moi le camp. Max, la race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a offert le refuge. Un texte formidable qu'on lit et relit, qu'aujourd'hui on peut vivre dans toute l'intensité de la scène du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. Tant que Diden y portera son souffle et son oxygène, nos soirées seront moins moroses et beaucoup plus cérébrales. Nous anciens dieux de la race germanique. Liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst Et du théâtre à la danse, la compagnie Propos du danseur chorégraphe lyonnais Denis Plassard présente sa nouvelle création sur la scène du Dôme Théâtre d'Albertville. Elle s'intitule « Suivez les instructions », celle d'une voix qui dirige 5 danseurs et raconte 3 histoires. Claudine Longui-Bernard et Yves Mariglo. Épaules, nuque, nez, mollet, aisselle. Joue, index, poignet, bassin, poitrine, omoplate, biceps. 2 garçons sur un tapis se disputent un livre, un couple sur une table et une danseuse face à un casse-tête à monter. La nouvelle création de Denis Plassard affiche une complexité structurée. Denis, retourne-toi. Alors le spectacle Suivez les instructions, ça vient de l'envie de travailler sur des ordres et sur la réalisation de ces ordres, puisque dans le spectacle, il y a une voix, la voix d'un meneur de jeu, un peu Big Brother, qui va diriger des danseurs à partir de consignes précises. Et ils vont tous réaliser les instructions, mais
en faisant des choses différentes. Embrasse, éjecte, menace, échange, mélange, mélange, attrape, pince. La différence pour un spectacle démultiplié qui s'accélère, ralentit, repart dans un but bien précis. Denis, de profil. Alors, ce qui m'intéressait dans ce spectacle, c'est de travailler des partitions différentes dans chaque espace, puisque chaque chorégraphie, chaque tableau est écrit très précisément. Il n'y a aucune improvisation dans le spectacle. Et ce qui m'intéresse pour les spectateurs, c'est de, quelque part, rentrer à l'intérieur de la composition du mouvement, puisque les ordres qui sont donnés guident le regard pour regarder si on s'attrape, on se tourne, etc. Reprise de dos enchaînée sur croisement acrobatique malsain, tu essaies une nouvelle stratégie. Contournement. Suivez les instructions. Le marathon chorégraphique, ludique, comique et impertinent se joue encore mercredi au Dôme Théâtre d'Albertville à 19h30. Jacques a dit, allez-y. Arrêt de jeu, débordement par la droite qui finit en catastrophe. Noir. Et Jacques a dit un dernier appel avant de refermer ce journal. Le deuxième séisme qui vient de frapper le Népal est étudié à la loupe par l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Des équipes de chercheurs s'apprêtent à partir sur place afin d'étudier au plus près ce phénomène qui leur échappe en grande partie. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, c'est dans le Grand Soir 3 autour de 23h. Demain midi, Marie Michelier, je vous retrouve demain.